On parle de la Chine aujourd'hui dans Smart Tech et en particulier de la manière dont ce pays aussi vaste que complexe mène ses transformations numériques. On en parle avec Sandrine Zerdbib qui est co-autrice de Dragon Tactics paru aux éditions Duno. Alors, experte dans le secteur de la consommation, en Chine arrivée en 1994, vous êtes ex-présidente d'Adidas Grande China. Ensuite, PDG d'un groupe chinois, et puis vous avez vous-même lancé votre entreprise, rachetée récemment par un géant local. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous d'abord. Vous publiez donc cette année Dragon Tactics avec Aldo Spanjars. Et le sous-titre m'a interpellée. Les tactiques des entrepreneurs chinois pour mieux diriger dans l'incertitude. Vous considérez aujourd'hui qu'on peut se servir de la Chine pour en tirer des enseignements, mais de là à dire que ce serait un modèle, vous iriez jusque-là ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer effectivement des entreprises privées, j'insiste sur le fait que ce sont les entreprises privées, ce n'est pas l'ensemble des entreprises, pour revoir la façon dont eux, ils ont géré leurs entreprises et ils ont en fait développé avec beaucoup de succès leur entreprise dans un environnement extrêmement incertain, où les lignes bougeaient constamment dans la réglementation, les consommateurs étaient aussi en évolution extrêmement rapide. Et on peut s'en inspirer. Nous, ici, aujourd'hui, on est aussi dans une ère d'extrême incertitude à laquelle on n'est pas très habitué, alors qu'ils ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, je dirais. Et on peut s'en inspirer. Maintenant, modèle, ça dépend ce qu'on appelle modèle. S'inspirer de certains traits, oui. Prendre le modèle et l'appliquer ici tel quel, c'est peut-être pas, parce qu'on est sur des cultures différentes. Certaines choses sont acceptables en Chine, ne le sont pas en Occident. Donc, ce n'est pas à prendre en bloc, mais il y a vraiment des traits de caractère ou des traits spécifiques à la gestion des entreprises en Chine dont on peut s'inspirer. Et alors, c'est à la fois instructif pour une entreprise qui souhaiterait s'installer là-bas, mais aussi sur des enseignements qu'on peut déjà attraper, notamment sur l'utilisation de la data, dont vous consacrez un chapitre. Mais je voulais déjà qu'on commence par un peu de pédagogie, de présenter quelques exemples. Vous citez notamment Amazon. Donc Amazon, vu d'ici, c'est le succès mondial d'un géant américain. Et puis en Chine, patatras, c'est la catastrophe, ça ne marche pas. Expliquez-nous pourquoi. Effectivement. Et en fait, les raisons pour lesquelles Amazon n'a pas fonctionné en Chine, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas adopté certaines approches chinoises qu'il aurait fallu absolument adopter pour réussir. Donc, on tombe tout à fait dans le sujet. Donc, ils ont commencé plutôt pas trop mal. En 2004, ils ont racheté une entreprise locale, Joyo. Et puis, ils ont voulu donc se développer et ils étaient certains que leader comme ils l'étaient dans le reste du monde, ça allait être naturel. En réalité, dès 2015, si je me rappelle bien, ils ont commencé par ouvrir un magasin Amazon sur Tmall, qui est donc la plateforme, enfin, c'est pas vraiment une plateforme, c'est un mall virtuel, le mall virtuel d'Alibaba, ce qui est déjà c'est déjà disons, curieux, parce que c'est vraiment les deux gros concurrents. Et puis, parce que j'allais dire, Amazon, c'est une marketplace. Oui, c'est pour ça que c'est curieux. Mais ensuite, cela dit, c'est différent, parce que Tmall, c'est un mall virtuel, Amazon, c'est une marketplace. Quelle différence vous faites ? Le mall virtuel, ce sont des magasins. Ce sont des magasins dans un mall qui est virtuel, bien sûr, mais on a un environnement de magasin. Alors, bien sûr... Avec une identité... voilà, un environnement de magasin, bien sûr virtuel, mais toute l'identité de la marque est présente. Dans le cadre d'un template qui est imposé, en particulier le template des pages produits est imposé, mais malgré tout, c'est l'image, c'est le look and feel. Donc déjà, ce choix, c'est quoi ? Ça vient déjà d'une méconnaissance ? Non, ça, c'était déjà une forme de renoncement. Qui en fait résultait des échecs antérieurs. Et en 2019, ils ont carrément jeté l'éponge en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'ils n'ont pas souhaité s'adapter à leur environnement, où ils l'ont fait trop tard, en traînant les pieds. Et le consommateur chinois avait des demandes qui leur ont paru finalement anormales, on doit dire les choses comme ça, voire même arriérées, ou le fait d'une consommation arriérée, alors que c'était exactement l'inverse. Je crois qu'ils ont raté le coche, en ce sens qu'ils n'ont pas vu
que le marché de l'e-commerce en Chine était en train de devenir un laboratoire pour le reste du monde. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on parle aujourd'hui justement du futur du e-commerce qui se passe en Chine, et on se dit comment Amazon a pu rater cette marche. Alors, ils ont raté cette marche, entre autres, parce qu'ils ont voulu absolument répliquer les modèles qu'ils avaient mis en place dans le reste du monde. Alors, je prends quelques exemples. C'est l'effet pervers de la mondialisation, en fait. C'est l'effet pervers de la mondialisation et de la centralisation qui ne fonctionne pas du tout en Chine, en fait. Donc, par exemple, la façon de présenter les produits est différente. Donc, typiquement, en Chine, en e-commerce, on va donner un maximum d'informations et un maximum d'images sur les produits. Beaucoup d'angles sur les produits. Aujourd'hui, moi, je regarde en France un petit peu l'e-commerce. Je suis un petit peu frustrée parce que j'ai l'habitude d'avoir beaucoup plus d'angles sur les images produits, beaucoup plus de descriptions. Amazon n'a pas souhaité faire ça. Ensuite, l'habitude en Chine, c'est aussi de communiquer beaucoup avec le customer service, le service client, en général par des chats. Et c'est pratiquement 60% des transactions se font avec au moins une interaction. Donc, ils auraient dû mettre ça en place très vite et ils ont très longtemps refusé de le faire. Ils sont venus à ça très tard. Sur les paiements, au début, il n'y avait pas encore les paiements mobiles qui ont vraiment résolu énormément de problèmes. Peu de gens avaient des cartes de crédit ou de débit d'ailleurs. Donc, en fait, ce qui se faisait, c'était le cash, qu'on donnait du cash au moment de la livraison. Le consommateur donnait du cash au moment de la livraison. Ça leur a paru pas une bonne chose, donc ils n'ont pas voulu le faire. Ils l'ont fait très très tard. Et puis il y a aussi, je dirais, l'apparence des sites d'e-commerce en Chine. Il est très busy, comme on dit en bon français. Chargé. Très chargé. Il y a des images partout, il y a des pop-up constamment. Et c'est pas du tout l'esthétique d'Amazon, mais Amazon a pensé qu'il ne fallait pas adapter son esthétique. Donc finalement, de fil en aiguille, ils n'ont pas plu aux consommateurs chinois. Et les locaux, les boîtes locales, et en particulier, effectivement, les plateformes d'Alibaba, ont fait des progrès considérables et ont mangé le marché. Est-ce que ça veut dire que pour réussir en Chine, il faut absolument s'adapter au marché local? On ne peut pas arriver avec sa marque de fabrique? Non, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, alors là, je vais être tout à fait clair là-dessus. Si on ne souhaite pas ou si on ne peut pas faire ce qu'on appelle, encore une fois, du China for China, c'est-à-dire vraiment une adaptation totale de ses produits, de sa communication au marché local, tout en gardant bien sûr l'esprit et l'ADN de sa marque, eh bien, en dehors du luxe, et encore même le luxe s'adapte dans une certaine mesure, ça ne va pas fonctionner. Et alors, je voulais qu'on prenne un autre exemple aussi, parce que le temps passe très vite. Oui, pardon. C'est l'exemple de Carrefour, parce que là, on a le roi de la consommation qui arrive en Chine, et ça se passe plutôt bien pendant 10 ans. Oui. Et puis la machine s'enraye. Carrefour passe à côté d'une alliance avec Alibaba. En tout cas, c'est votre analyse. Il aurait fallu travailler avec Alibaba? Ça aurait pu être une voie, effectivement, pour sortir des problèmes dans lesquels ils étaient et surtout pour accélérer la digitalisation. Parce que là, c'est un manque d'agilité, ce qui s'est passé. Ce n'est pas un problème d'adaptation au marché. Là, c'est un autre enseignement intéressant. Il faut pouvoir aller vite, il faut pouvoir se transformer rapidement. Absolument, parce qu'en fait, si vous voulez, ils ont été très innovants quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont proposé une façon de consommer qui était nouvelle en Chine. Et les gens ont adoré ça, les consommateurs ont adoré ça. Et puis à un moment donné, il y a des concurrents locaux qui ont pris le pli, qui s'y sont mis, mais qui, eux, ont continué à innover constamment. Alors que Carrefour a été très lent dans ses innovations, et en particulier sur toute la partie digitale. Et ils ont eu l'opportunité de le faire avec Alibaba, et puis finalement, ils ne se sont pas mis d'accord et ça ne s'est pas fait. Donc on ne peut jamais dormir tranquille, c'est ça aussi que vous dites, dirigé dans l'incertitude. Alors il y a un modèle que vous décrivez également, c'est celui de Huawei. Donc Huawei, entreprise chinoise. Vous dites que c'est un protagoniste de la culture du loup. Alors oui, qu'est-ce que c'est que cette culture du loup? C'est une culture, d'abord c'est une culture de la meute, avec un sens du collectif qui est extrêmement fort. Ça c'est un des points clés de la culture du loup. C'est une culture où le flair est très important, c'est-à-dire que le loup va sentir les opportunités. Donc c'est une culture qui est fière d'être opportuniste en fait, alors que souvent c'est perçu comme quelque chose de négatif en Occident.
C'est aussi une culture assez agressive, qui demande beaucoup à ses loups, si je puis dire, et qui demande aussi une loyauté parfaite vis-à-vis du chef. Donc c'est pour ça que cette culture du loup, il y a le flair, bien sûr, c'est une chose que je trouve très très intéressante en termes d'adaptation dans nos pays, mais par contre, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut prendre en bloc, mais même en Chine, elle est décriée. Elle est décriée au sens où, en particulier, tout ce qui relève de la gestion humaine agressive, où on demande aux gens de travailler de très très longues heures. Parler du temps de travail 9-9-6. Voilà. 9h du matin, 9h du soir, 6 jours sur 7. Oui, c'est Jack Ma, donc Alibaba, qui avait lancé... Ça, c'est sûr que ce n'est pas un modèle qu'on peut appliquer en Occident ou qu'on aurait envie d'appliquer en Occident. Ça n'est plus non plus un modèle qu'on peut appliquer aujourd'hui. Ça a été extrêmement décrié ces dernières années. La jeunesse ne veut plus ça et ne voit pas non plus pourquoi en quoi le jeu en vaut la chandelle. Parce que l'ascenseur social est quand même beaucoup plus lent qu'avant, si je puis dire. Il fonctionne moins bien. Donc, on n'en a pas travaillé aussi dur, on n'en retire pas finalement les gains qu'on a retirés les générations précédentes. Alors, à la culture du loup, vous préférez donc la tactique du dragon. Pourquoi ça vous semble pertinent aujourd'hui de regarder cette tactique du dragon de près et voire de l'appliquer dans nos entreprises, dans nos start-up? Alors, je pense pourquoi aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui Parce que je crois vraiment qu'on est entré dans un monde très incertain où on peut avoir, pas simplement les start-up d'ailleurs, mais les grandes entreprises, on peut avoir des écarts de revenus beaucoup plus profonds que tout ce qu'on a vu avant. On peut avoir des incidents qu'on n'avait pas du tout anticipés et qu'on ne pouvait pas anticiper, des facteurs externes qui impactent énormément les entreprises. Et donc, il faut avoir cette possibilité de réagir constamment. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Vous donnez 5 enseignements de management, finalement, d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, ces entrepreneurs chinois, face à l'incertitude? Tout à fait. Mais pour moi, ce que je mets au centre de tout, c'est la capacité d'observation. Et je pense que, dans une certaine mesure, c'est aussi ce qui nous manque. Et ensuite, une fois qu'on a observé, la capacité de réaction extrêmement rapide sur ce qu'on a observé. Et là, c'est vraiment une profonde différence culturelle. Nous, on va être beaucoup plus conceptuel. On va penser que ce qu'il faut, c'est penser correctement. Pour eux, pour les entrepreneurs chinois, et je dirais même dans la culture chinoise, observer correctement, c'est ce qui va faire la différence. Et en période d'incertitude, être capable d'être en alerte pour observer tout ce qui se passe et réagir extrêmement vite sur ces observations, également sur ces observations sur les changements des consommateurs. C'est-à-dire être à l'écoute de ces signaux faibles, mais après, pour réagir, là, si on est une grosse structure, c'est compliqué de réagir à tous les signaux faibles. Oui, mais il y a une grande agilité, même dans les grandes structures, sur la réaction. Alors ça tient aussi au fait qu'on est sur des organigrammes beaucoup plus plats. Sur le fait aussi, au fait que le patron va pas toujours respecter la chaîne de commande et va être très près du terrain. Dans la plupart des cas, on voit des patrons qui finalement vont parler directement aux gens à la base pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément des décisions consensuelles. Effectivement, c'est assez autoritaire comme modèle, mais ça permet d'aller très vite et de réagir très vite. Et alors vous avez été à la tête, vous avez dirigé Adidas en Chine. Comment ça se passe quand on veut prendre des décisions rapidement, avoir de l'agilité alors qu'on est une filiale d'un grand groupe, on n'a pas toutes les possibilités pour agir. Alors, il se trouve que j'ai eu la très grande chance d'être nommée à ce poste par Robert Louis Dreyfus, qui lui était vraiment un entrepreneur dans l'âme et m'a laissé effectivement beaucoup de liberté pour exercer les tactiques du dragon, que je n'avais pas encore vraiment conceptualisé de cette façon. Mais c'est vrai que la plupart des entreprises, enfin des filiales d'entreprises étrangères souffrent de ce manque d'agilité et de cette méconnaissance de l'environnement chinois qu'ont les sièges sociaux. Et aujourd'hui, c'est encore pire, puisqu'en fait, il y a beaucoup moins de voyages, voire pas du tout. Donc, il y a une espèce de distance qui se crée entre les sièges sociaux et la Chine, qui rend les choses encore plus difficiles. Alors, je voulais aussi, juste pour revenir un petit peu sur Huawei, donc, qui a été victime d'un bannissement mondial, hein. Faut avoir les capacités de se retourner. Est-ce que là, c'est pas l'État chinois quand même qui arrive au secours de ces grandes entreprises quand il faut être, pour le coup, très très agile pour ne pas mourir? Alors,
pas 100%, c'est-à-dire que Huawei, ils ont aussi des capacités pour réagir en utilisant le marché interne et les marchés amis, entre guillemets. Maintenant, il est vrai, et je pense que c'est important, et c'est important aussi pour notre technologie en France, il y a vraiment une alliance forte entre les entreprises et le public. Alors, quand les choses vont moins bien, quand le domaine public a moins d'amour pour ses alliés de la tech, ou certains de ses alliés de la tech, effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, avec Alibaba en Chine, voilà. En ce moment, c'est compliqué. Voilà. Mais cette alliance, elle a vraiment été au cœur de la politique chinoise nationale de technologie, en fait. Et ça, vous nous dites, aujourd'hui, en Occident, on n'est pas assez solidaire. Les États ne sont pas forcément assez solidaires avec leurs entreprises tech en particulier. C'est ce que j'ai pu observer. Je ne vois pas du tout ces alliances fortes qui ont été au cœur des progrès de la Chine dans la technologie, en fait. Et il y a un gros travail en Chine en ce moment sur les questions de souveraineté numérique, qui pourrait aussi nous inspirer. Absolument. Alors, est-ce que c'est applicable? C'est toujours le problème de la transposition. Est-ce qu'on peut transposer un modèle comme celui qui est très particulier de la Chine, politiquement, au nôtre? Alors, bien sûr qu'on ne va pas transposer le modèle politique chinois. Ça, personne ne le souhaite, je pense, ici. Mais les deux sont corrélés quand même, la politique et l'économie. Oui, mais regardez, les États-Unis vont quand même un petit peu plus loin en termes d'alliance entre le public et le privé que nous le faisons ici en Europe. Oui. En Europe, on le fait peu, voire mal. Ensuite, on souffre effectivement du manque de cohésion européenne. Mais on peut très bien avoir des alliances fortes sans pour autant être dans un système tel que le système chinois. Et là, on passe à côté de choses qui sont très importantes. C'est comme ça qu'on voit quand même pas mal de start-up françaises, quand elles arrivent à un certain niveau de développement, dire on peut plus, on va s'allier avec des Américains, moins souvent avec des Chinois, parce que... Ça dit, moi, je rencontre pas mal de PME dans la tech en France qui me disent que finalement, leur marché, leurs contrats, ils les signent plutôt du côté de l'Asie en ce moment. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, y compris en Chine. Il y a il y a une époque où c'était beaucoup plus vif, parce qu'on était plus sur la tech consommateur. Mais les grandes entreprises type Alibaba ou Tencent ont en fait créé des systèmes d'incubation qui incluaient des start-up françaises et européennes, et en ont d'ailleurs financé et racheté certaines. Alors, je voulais qu'on arrive sur ce chapitre. Tout commence par la data. Vous dites qu'en fait, à l'origine de l'explosion de cette data, c'est le paiement mobile. Hein. Le paiement mobile, alors, a joué un rôle considérable. Il y a plein de choses à l'origine, bien entendu, mais le paiement mobile a joué un rôle tout à fait considérable dans l'explosion de la data, puisqu'en fait, toute une vie tient dans deux applications qui sont Alipay et WeChat Pay. Donc, tout ce que vous faites, vous payez votre électricité, vous faites vos courses, vous achetez des tickets d'avion ou de train, tout tient là-dedans, en fait. Avec ce que ça dit comme intrusion dans la vie privée des utilisateurs. Avec ce que ça dit, effectivement, comme intrusion dans la vie privée, ça a été quand même pas mal réglementé dans les 2 dernières années. Alors, cette réglementation s'applique à tout le monde sauf à l'État. Oui. L'État a un droit d'intrusion illimité, mais malgré tout, ça a été pas mal réglementé. Et quand on parle de data, c'est pas de la data nominale, c'est-à-dire c'est pas Monsieur Tartampion a acheté telle et telle chose. C'est vraiment une masse statistique qui permet effectivement de développer beaucoup plus rapidement notamment tout ce qui va être intelligence artificielle. Du côté du business, on va rester du côté du business. Donc il y a des plans aujourd'hui très ambitieux. Vous me dites sur la data, là vraiment, ils ont un coup d'avance sur nous. Alors, ils ont un coup d'avance sur nous, pas en recherche fondamentale à proprement parler, mais d'abord parce qu'ils bénéficient effectivement d'une quantité de data qui est remarquable. Et c'est très, très important. On le sait tous, hein, on sait que plus il y en a, plus on peut faire quelque chose. Oui. Et en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning, la quantité de data est même plus importante dans une certaine mesure que sa qualité. Et alors avec, vous nous dites, dans ce plan formalisé par le Conseil d'État 2015-2030, l'objectif c'est de devenir le centre mondial de l'innovation dans l'IA. Oui. Alors, est-ce qu'ils y arriveront? J'en sais rien. Mais ils font de très gros progrès dans l'intelligence artificielle qui est appliquée
à beaucoup de domaines et pas simplement aux domaines commerciaux. C'est appliqué notamment au domaine médical, pour ne prendre que cet exemple. Et ça a vraiment aidé. Alors, je ne parle pas de la période récente où il y a eu d'autres soucis, mais au début de la Covid, ça a énormément aidé à accélérer les diagnostics et accélérer ne serait-ce que les consultations. Parce qu'ils ont pu reposer sur une très grande masse de data. Alors, on va terminer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, avec un mariage heureux. Hein. C'est votre entreprise donc, que vous avez créée dans le secteur du commerce électronique, Fulljet, qui a été récemment vendu au géant local du secteur Baozun. C'était en février 21. Comment s'est passé ce mariage et comment continue-t-il d'évoluer d'ailleurs? Alors, le mariage s'est fait parce que eux, ils étaient en fait des opérateurs e-commerce. C'est un métier qui n'existe pas tout à fait sous cet angle-là en France ou en Europe, mais peu importe. Ils étaient opérateurs e-commerce, moi aussi, mais avec mon entreprise aussi, mais avec un angle beaucoup plus stratégie de marque pour ce qui était de mon entreprise, et c'est ça qui les a intéressés. Donc en fait, et vous, c'était votre objectif? Oui, je voulais vendre. Revendre. Absolument, ouais. Je voulais vendre. Et je voulais vendre en pensant aussi que pour grandir, il fallait que je sois appuyée sur des forces supérieures, on va dire. Donc oui, je voulais vendre, mais ça m'intéressait de rester dans le projet. Et le projet, il a évolué avec finalement pas mal de caractéristiques des tactiques du dragon, avec beaucoup de souplesse. Au départ, on a un peu tâtonné sur la meilleure façon en fait de faire évoluer ce projet. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui fait sens, puisque Baozun a décidé de se diversifier, avec mon aide donc, de se diversifier vers des métiers différents, qui leur permet d'avoir des relations beaucoup plus long terme avec les marques. Et donc, vous restez aux manettes de la direction de l'entreprise? Absolument, et même en fait, elle est assez fondue dans le groupe. Et je m'occupe aujourd'hui particulièrement de la diversification de Baozun. Et donc, j'aime bien en parler parce que ça montre qu'il y a des mariages heureux avec les entreprises chinoises. C'est ce qui m'a frappé, oui. Merci beaucoup. On termine juste rapidement avec l'interview express. Je voulais vous interroger, Sandrine Zerbib, sur vos rêves. Quel serait mon rêve? Oui, votre ou vos, je ne sais pas, vous en avez peut-être plusieurs. Ok. Mon rêve, ce serait qu'il y ait un dialogue beaucoup plus riche entre la Chine et l'Occident. Je pense que la direction qu'on prend en ce moment de ne pas se parler, de ne pas se voir, et voire même de découpler nos activités, c'est très néfaste. C'est très néfaste pour même le futur, en fait, de l'humanité. Hein. Donc ça, ce serait, je dirais, mon rêve numéro 1. Mon rêve numéro 2, plus modestement, ce serait de pouvoir vraiment y contribuer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Pour moi, tout va tourner autour de ça, c'est-à-dire vraiment créer des ponts entre la Chine et le reste du monde. Et vous la voyez où dans 5 ans, la Chine? Je la vois certes encore très autoritaire, voire toujours aussi autoritaire, voire plus qu'aujourd'hui. En revanche, je la vois en constant développement. C'est-à-dire que un certain nombre de gens pensent que la Chine va s'effondrer. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Merci beaucoup. C'était l'entretien avec Sandrine Zerbib, auteure de Dragon Tactics, paru aux éditions Duno cet été. On se retrouve juste après la pause. On retourne en France parler de diversité, voir comment on peut réussir à faire bouger les lignes.